J'espère que vous allez me suivre, surtout après tous ces débats. Donc on va passer à une autre pathologie. On va parler d'infection de tuberculose résistante. J'espère que ça va vous intéresser. Simplement une petite plaque pour vous dire que la tuberculose, on le rappelle, c'est une maladie contagieuse, évitable et surtout curable. Et on se demande pourquoi elle reste encore maintenant la deuxième cause de décès par un seul agent infectieux. Elle était au premier rang, mais maintenant elle a été détrônée par le Covid-19. Mais je pense que par la suite, elle va reprendre le premier rang. Et vous voyez que la stratégie de lutte de l'OMS s'est fixée pour objectif de réduire de 95% les décès dus à la tuberculose et de 90% le nombre de cas d'ici 2035. Et l'OMS, chaque fois, elle retarde ses objectifs. Avant, on parlait de 2020, 2025, 2035. Donc, il n'y a pas vraiment de solution pour arrêter. Finalement, ceci est dû, entre autres, par le fait de l'existence de ces souches de Mycobacterium tuberculosis qui sont résistantes aux médicaments. C'est l'un des principaux problèmes qui contribue donc à la diminution lente des cas de tuberculose. Et plus particulièrement, c'est essentiellement la tuberculose multirésistante et la tuberculose ultra-résistante qui représentent le tiers des décès dus à la résistance aux antibiotiques. Je parle de façon générale dans le monde. Et donc, c'est vraiment un obstacle réel à la réalisation de l'objectif anti-TB que s'est fixé l'OMS. Donc, on estime à peu près à un demi-million de cas de tuberculose résistante à la rifampicine diagnostiqués actuellement, selon le report de 2022. Parmi ces formes de tuberculose résistante à la rifampicine, la majorité, 80%, sont des formes de tuberculose multirésistante, donc résistantes à l'isoniazide et à la rifadine. Et on trouve dans ce lot 10% de formes de tuberculose ultra-résistante. Donc en plus de la multirésistance, ces patients présentent une résistance aux drogues de seconde ligne, c'est-à-dire les fluoroquinolones et les injectables. Et c'est l'ancienne définition de l'OMS. Je vais vous donner par la suite, puisque je suis tenue à vous faire la mise au point de la tuberculose résistante. Il y a de nouvelles définitions actuellement de la tuberculose multirésistante et ultra-résistante. Et tout le problème, c'est cette fameuse tuberculose ultra-résistante. Elle n'est pas fréquente, c'est vrai, mais c'est pratiquement une condamnation à mort quand on trouve un patient qui a une tuberculose ultra-résistante parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement. Et donc, c'est elle qui constitue une menace sanitaire dans le monde. Et vous voyez que pour traiter une tuberculose multirésistante, comme on l'a vu ce matin avec les asthmes sévères, les patients ne sont pas nombreux, c'est 10%. Mais regardez le coût du traitement pour traiter un malade qui a une tuberculose ultra-résistante. C'est 100 fois le coût d'une tuberculose à bacilles sensibles. Et pour la multirésistante, c'est 26 fois plus cher que de traiter une tuberculose à bacilles sensibles. Et donc, il faut vraiment de nouveaux médicaments et de nouveaux schémas thérapeutiques. Il faut qu'ils soient plus courts, plus sûrs, plus efficaces. Et c'est vraiment indispensable si vraiment on veut lutter contre cette tuberculose résistante. Rapidement, pour vous dire qu'on voit la tuberculose multirésistante dans tous les pays, mais c'est essentiellement en Chine, dans les régions d'Asie et en Afrique du Sud, mais on trouve quelques cas un peu partout. Et malheureusement, cette tuberculose résistante reste sous-diagnostiquée et sous-traitée. Vous voyez que chez les adultes, on arrive à traiter uniquement, moins de la moitié des patients ont été traités entre 2018 et 2021. Et encore plus désolant, chez les enfants qui ont une tuberculose multirésistante, il y a pratiquement 15% d'enfants qui sont traités. Donc 95% des enfants tuberculeux ne sont pas diagnostiqués ni traités. Et malheureusement, le taux de succès de cette tuberculose multirésistante, si on la compare à la tuberculose à bacilles sensibles, vous voyez que le taux de réussite ne dépasse pas les 60%. Alors rapidement, quand même, je vais parler de la Tunisie, pour vous dire que actuellement, pour ceux qui ne savent pas, nous avons 2 centres référents en Tunisie qui prennent en charge la tuberculose résistante. Le service de pneumologie de l'hôpital Maz el-Bourguiba, puisqu'il draine 50% des cas de tuberculose résistante, et le pavillon C, notre service, qui prend tous les cas de tuberculose multirésistante du Grand Tunis et des autres régions. Et vous voyez que nous avons colligé, depuis qu'on a pris en charge cette tuberculose résistante, plus de 130 malades, parmi lesquels il y avait 3 enfants quand même. Vous voyez un enfant qui était jeune. Donc, ces 2 parents le père avait contaminé la maman et l'enfant. Heureusement, ils sont actuellement traités et guéris. Donc, ce qui n'était pas du tout évident. Nous avons été assez avant-gardistes puisque nous avons introduit le régime court injectable, le fameux régime de Bangladesh, je vais y revenir par la suite, chez 13 patients. Et même en janvier 2020, nous avons le fameux régime entièrement oral, je vais y revenir, avec la bédaquiline. Malheureusement, nous l'avons arrêté avec l'épidémie Covid. Et avec un excellent taux de succès du traitement,
de 2019, 84%. Peut-être ça s'explique parce que nous sommes un centre référent et que c'est une prise en charge personnalisée de nos patients tuberculeux. On explique comme ça le bon taux de réussite de ce traitement. Oui, oui, tout à fait. Et donc nous avons 4 cas de tuberculose ultra-résistante. Vous voyez, elle est grave quand même. Nous avons 2 patients décédés et 2 guéris. Donc, en conclusion, c'est vrai que la Tunisie est un faible pays de multirésistance. On a un bas niveau de résistance, mais il faut faire attention, il faut être vigilant parce que je crois que maintenant, ça va de plus en plus augmenter. Alors, comment on fait le diagnostic de la tuberculose résistante? Évidemment, c'est un diagnostic bactériologique. Donc, tout d'abord, c'est essentiellement par les tests moléculaires et les tests d'amplification des acides nucléiques. Vous savez que maintenant, on dispose de pratiquement ces tests, hein, surtout le fameux gène expert MTB-rifadine qui permet de détecter la résistance de la rifadine en 2 heures de temps. Mais on a d'autres tests maintenant qui vont détecter en même temps la résistance à l'isoniazide, mais aussi les drogues de seconde ligne, le LPA seconde ligne. Donc, on va dépister rapidement, en quelques heures de temps, aussi bien les formes multirésistantes que les formes ultra-résistantes. Et ça, c'est magnifique. Et c'est grâce à ces tests moléculaires. Et aussi, nous avons les méthodes de culture liquide, le fameux MGIT dont Madame Slim est en train de batailler actuellement et qui nous permet d'avoir un diagnostic, là aussi, par la culture. Et là, ça va confirmer le diagnostic de tuberculose pulmonaire et le diagnostic de résistance en pratiquement 15 jours. Donc, c'est magnifique. Et enfin, on peut aussi s'aider des technologies de séquençage. Mais il faut savoir que ces tests sont coûteux, ils nécessitent des équipements complexes, des infrastructures de laboratoire, donc ils ne sont pas disponibles dans tous les laboratoires. Et il faut aussi des formations de techniciens qui soient assez bien qualifiés. Donc, qu'en est-il du traitement de la tuberculose? Vous savez que l'OMS publie régulièrement des mises à jour. La dernière date de 2022. Donc, on m'a demandé de parler de la mise au point du traitement de la tuberculose. Et vous voyez que maintenant, il y a aussi bien une mise à jour sur la classification et les définitions de la tuberculose multirésistante et ultra-résistante que sur les protocoles thérapeutiques. Alors, premièrement, la classification des médicaments de seconde ligne qu'on utilise dans les tuberculoses résistantes a complètement changé. Donc maintenant, on commence par les médicaments sont classés en groupe A, B et C. Et vous voyez que maintenant, en premier lieu, on utilise les nouvelles molécules, en particulier la bédaquiline, je vais y revenir, et le linezolide, en association avec les quinolones, qui restent un traitement indispensable pour les tuberculoses résistantes. Et c'est pour cela que nous, pneumologues, quand on utilise ces quinolones un peu par excès chez les formes de tuberculose sensible, nous sommes toujours très embêtés parce que pour nous, il faut les préserver pour ces formes de tuberculose résistantes. Et vous voyez, après, dans une deuxième étape, on va passer au groupe B avec la fameuse clofazimine. Je rappelle que la clofazimine, c'est le traitement de la lèpre. Et la cyclocérine. Et puis après, on passe au groupe C. Vous voyez que maintenant, par exemple, l'amicacine, le traitement injectable, l'éthambutol, le pyrazinamide, on les laisse en dernier lieu si on ne peut pas utiliser les fameux médicaments du groupe A qui sont des médicaments administrés par voie orale. Deuxièmement, la définition de la tuberculose pré-ultra-résistante. Bon, ça reste la même chose, hein, c'est la tuberculose multirésistante, mais avec une résistance à n'importe quel fluoroquinolone. La nouvelle définition, c'est pour l'ultra-résistante. Tout à l'heure, on a dit les médicaments injectables. Maintenant, l'ultra-résistante est définie par une résistance, en plus de la multirésistance, au fluoroquinolone, mais aussi aux médicaments du groupe A, c'est-à-dire la bédaquiline et le linezolide, puisqu'on est en train actuellement de les utiliser. Alors, je commencerai rapidement par la tuberculose résistante à l'isoniazide, simplement pour vous dire, quand on a une confirmation d'une tuberculose résistante à l'isoniazide, et surtout si on a vraiment testé les drogues de seconde ligne, à savoir les fluoroquinolones, l'OMS recommande donc de remplacer l'isoniazide par la lévofloxacine. Sinon, et donc c'est 6 mois de traitement, sinon si on n'a pas le moyen, vraiment on n'est pas sûr qu'il y ait une sensibilité au fluoroquinolone, on peut prolonger le même traitement jusqu'à 9 mois et ne pas comptabiliser l'isoniazide. Maintenant, concernant le traitement de la tuberculose multirésistante, vous voyez que déjà, l'OMS donc préconisait et recommandait ce traitement, ce fameux régime standard long, que malheureusement, nous, actuellement, on est encore en train d'utiliser, et c'est le plus ancien, il est utilisé depuis 1993, avec une phase de traitement intensif, avec le médicament injectable, généralement, donc c'est la kanamycine ou l'amicacine, ou même la capreomycine, puis suivi d'une deuxième phase d'entretien avec 4 drogues, en particulier des quinolones, l'éthionamide, la cyclocérine et le pyrazinamide. Donc c'est un traitement qui est long, de 20 mois,
avec des taux de succès qui ne sont pas extraordinaires. Hein. Ça, pratiquement la moitié des patients porteurs d'une tuberculose multirésistante sont guéris avec succès, et ce taux chute à 30% pour les patients porteurs de tuberculose ultra-résistante. Et le problème de ces régimes standards, évidemment, ce sont des médicaments coûteux, avec une intolérance, une toxicité médicamenteuse et surtout une mauvaise observance des patients. C'est ce qui explique le développement. Perte auditive. Je connais. Perte auditive. Bon, tu me... Et donc, une mauvaise observance des patients, donc le risque de développer des formes de tuberculose ultra-résistantes. Allez, donc, oui. Sous contrôle. Oui, mais je ne suis pas arrivée. Et donc, vous voyez qu'il y a une méta-analyse récente, quand même publiée en 2021, qui montre que 40% de ces patients avaient une toxicité auditive et une perte auditive importante. Et nous, dans notre série, malheureusement, nous avons trouvé à peu près 25% de patients qui avaient une perte, une surdité totale, pratiquement, et 40% une diminution de l'audition, et on n'avait pas le choix, on était obligé de les traiter et ils étaient informés. Malheureusement, donc c'est vraiment un traitement assez toxique. Donc il était vraiment indispensable de raccourcir la durée du traitement et surtout de le rendre moins toxique. Alors pour cela, en 2016, l'OMS a recommandé, a instauré ce régime court. Et ce traitement court s'est basé sur le fameux succès, le traitement du fameux régime Bangladesh. C'est un régime qui dure 9 mois, mais vous voyez, il y a toujours 7 antituberculeux quand même. Toujours, vous trouvez un médicament injectable, la kanamycine, et surtout, il y avait la gatifloxacine qui était utilisée à forte dose. Le deuxième aussi essai qui a prouvé son efficacité en raccourcissant le régime, c'était un essai qui a été mené au Cameroun. De même, en utilisant la gatifloxacine à forte dose, donc c'était toxique, mais quand même, on avait un taux de succès qui a avoisiné pratiquement les 90% malgré cette toxicité. C'est ce qui a encouragé les auteurs et les différentes équipes. Et vous voyez ici le fameux essai STREAM, donc c'est un essai randomisé, hein, toujours de phase 3, tous les essais sont de phase 3, et qui a essayé de voir l'étude de non-infériorité, comparant donc un traitement court de 9 à 11 mois au traitement standard. Et ce fameux essai, c'est la même chose que pour le Bangladesh, simplement, ils ont remplacé la moxifloxacine, la gatifloxacine par la moxifloxacine, qui est beaucoup moins toxique. Et vous voyez ici la même chose, hein, le régime court était aussi efficace que le régime long. Malheureusement, le même pourcentage d'événements indésirables, pratiquement la moitié des patients dans les 2 bras avaient des événements indésirables. Donc, simplement, pour conclure que le régime court était similaire au régime long en termes d'efficacité et de sécurité. Et donc, ces fameux traitements courts avec des taux de succès qui avoisinaient les 80% avaient quand même des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, évidemment, il y avait moins de patients perdus de vue, c'est logique. Et donc, ces régimes courts sont aussi efficaces que les régimes longs. Mais c'est toujours le problème de l'utilisation continue des agents injectables avec une toxicité auditive assez importante. Et donc, malgré l'utilisation de ces schémas courts, on n'arrive pas encore à respecter, on va dire, et on est loin des prévisions qui ont été fixées par l'OMS, c'est-à-dire mettre fin à la tuberculose d'ici 2035. Et c'est essentiellement ce qui a révolutionné la prise en charge de ces tuberculeux multirésistants, c'est avec le développement de la biologie moléculaire, le succès du séquençage des génomes, et donc ceci a permis de découvrir de nouvelles cibles avec des inhibiteurs pertinents, et donc par conséquent, il y a actuellement la disponibilité de nouveaux médicaments, l'abondance surtout des médicaments toxiques, donc injectables, et surtout le raccourcissement des schémas thérapeutiques. Et vous voyez que l'OMS a publié en mai 2022 les nouvelles recommandations pour ces fameux régimes thérapeutiques. Alors, qu'est-ce qui a bouleversé les schémas thérapeutiques? Donc, c'est essentiellement ces nouvelles drogues, la bédaquiline, qui n'est pas dénuée de toxicité, hein, c'est une toxicité cardiaque. C'est comme les macrolides, hein, ça donne un allongement de l'espace cuté. Donc, il faut vraiment bien surveiller les patients. Normalement, ce qui est recommandé, c'est un électrocardiogramme tous les mois.
Il y a aussi le prétomanide et le linezolide qui est connu et réputé. Vous savez qu'il est normalement utilisé pour les staphes résistants et il est très toxique par la toxicité hépatique, par la myélosuppression, mais surtout par la neuropathie périphérique et même optique. Donc, et vous voyez que finalement, durant ces dernières années, il y a eu plusieurs médicaments antituberculeux qui sont en cours d'essai clinique. Phase 1, phase 2, et c'est essentiellement plusieurs médicaments qui sont actuellement utilisés en phase 3, et c'est surtout la bétaquiline et le linezolide qui ont vraiment transformé le protocole thérapeutique. Et vous voyez que dans cette méta-analyse donc récente, publiée en 2022, sur les plus de 10 700 études, ils n'ont retenu que 29 études qui sont pertinentes, avec soit des études observationnelles dans la majorité des cas, ou des études expérimentales. Et les auteurs ont démontré une efficacité importante de la bédaquiline, qu'elle soit utilisée seule ou en association avec le délanamide, donc avec des taux de succès de 75%. D'efficacité pour la tuberculose résistante, que ce soit aussi bien dans les études observationnelles que dans les études expérimentales. Et donc de là est partie quand même donc l'inclusion de la bédaquiline. Je vous ai dit donc on utilisait le groupe A, bédaquiline, lévofloxacine, linezolide, avec au moins un agent du groupe B, c'est-à-dire la cyclocérine et la clofazimine. Le principe c'est d'avoir au moins 4 nouveaux médicaments antituberculeux chez un patient qui a déjà reçu un traitement de première ligne. Et là aussi, on a essayé d'aller vers le raccourcissement de ces fameux schémas thérapeutiques grâce donc à cette méta-analyse et aux différentes études. Et pour cela, donc il y a eu un essai, le fameux STREAM 2, qui a été mené en Afrique du Sud et qui, ces auteurs donc ont remplacé l'amicacine, le traitement injectable, par la bédaquiline. Hop, qu'est-ce que je fais là? Par la bédaquiline, et vous voyez, il y avait une évolution vraiment favorable. Donc, on avait un schéma court, sans traitement injectable, avec une efficacité de pratiquement 80%. C'est ce qui a conduit à cette étude, la fameuse étude NIX-TB, qui a donc inclus des patients porteurs de tuberculose multirésistante et de tuberculose ultra-résistante. Cette étude était pertinente parce qu'elle a inclus 109 patients. La majorité, 65% des patients, avaient une tuberculose ultra-résistante et l'autre partie, 34%, avait une tuberculose multirésistante. Ils ont utilisé finalement 3 drogues, la bédaquiline, 2 comprimés, le prétonamide et le linezolide à forte dose, c'est-à-dire 600 mg x 2 par jour, c'est 1200 mg par jour. Mais vous voyez, avec quand même un succès thérapeutique important, donc une évolution favorable dans la majorité des cas, dans 90% des cas, les patients étaient guéris. Le problème, c'était encore une fois la toxicité du linezolide qui était associée à une neuropathie périphérique dans pratiquement 80% des cas et à une myélosuppression dans pratiquement 50% des cas. Donc, ce sont des traitements qui restent quand même toxiques. Mais c'était une bonne option de traitement pour les patients qui avaient une tuberculose ultra-résistante qui n'était pas du tout guérissable. Je vous ai dit, c'était pratiquement une condamnation à mort quand on portait le diagnostic de tuberculose ultra-résistante. Et donc, il y a eu donc une deuxième étude donc, qui a essayé cette fois-ci, puisqu'on a parlé de toxicité de linezolide, de diminuer les doses du linezolide. Donc pour cela, l'OMS déjà, avec les publications de ces auteurs de tout à l'heure, donc qui montraient une efficacité de régime, déjà elle avait recommandé d'utiliser ce schéma court avant même la publication de cette étude de Zenix, tellement ce régime était efficace. Mais donc ces auteurs ont continué, donc ils ont utilisé donc la bédaquiline avec le prétonamide, mais ils ont essayé de comparer l'inezolide à une dose forte, 1200 mg, au linezolide avec 600 mg, c'est-à-dire un comprimé par jour, avec plusieurs schémas thérapeutiques, donc soit 1200 mg linezolide pendant 6 semaines ou 24 semaines, soit le linezolide à 600 mg pendant 9 semaines et 26 semaines. Et finalement, ils ont montré, et donc cette étude a concerné quand même des patients qui avaient donc une tuberculose résistante, ultra-résistante et une tuberculose XDR. Donc c'était très important. Et ils ont montré que finalement l'évolution était favorable, là aussi, avec moins de toxicité du linezolide. Mais quand même, persistait quand même, toujours quand même, une toxicité, neuropathie, myélosuppression hépatique, mais beaucoup moins important que la dose de 1200 mg.
Donc ça reste quand même des régimes assez toxiques. Et je terminerai aussi par ce fameux essai. Donc normalement, c'est les recommandations actuelles de l'OMS, c'est d'utiliser ce traitement avec l'abédaquiline, 400 mg par jour, le prétomanide, 200 mg par jour, l'amoxifloxacine, 400 mg par jour, et le fameux linezolid à la dose de 600 mg par jour. Et vous voyez là aussi dans ces différentes études le résultat extraordinaire de cette association avec une efficacité assez importante, donc avec une évolution même favorable de 89% par rapport à 52% pour le régime standard. Et donc, peut-on trouver des solutions durables à cette toxicité du linezolid? Peut-être oui, à partir de nouveaux pipelines, les nouveaux médicaments. Actuellement, je ne vais pas essayer de les prononcer, j'espère ne pas me tromper, le sutezolide et le delpazolide, qui sont de la même famille que le linezolid, mais qui seraient moins toxiques. Et donc, actuellement, il y a 2 excès actifs qui utilisent ces 2 médicaments, tenez-vous bien, administrés pendant 3 ou 4 mois avec l'abédaquiline, le démalamanide, l'amoxifloxacine, mais chez des adultes atteints de tuberculose pulmonaire sensible. Donc c'est pratiquement la même durée du traitement et les résultats sont en cours, peut-être ils vont être publiés récemment. Donc on attend les résultats, peut-être en utilisant ces 2 médicaments par la suite sur votre écran. Voilà, donc je terminerai par la prise en charge quand même de la tuberculose multirésistante et la prise en charge des contacts. Et tout le problème réside ici, donc ça reste quand même un challenge thérapeutique. Nous n'avons pas de solution pour la prise en charge des enfants ou des personnes contacts de patients tuberculeux résistants. Il y a plusieurs recommandations, donc ça dépend. Par exemple, pour l'OMS, pour elle, c'est pas sûr que le traitement préventif soit efficace. Peut-être elle recommanderait plutôt une surveillance de ces patients contacts et les traiter quand ils deviennent symptomatiques, alors que par exemple pour les Américains, c'est plus des recommandations et instaurer un traitement préventif. Alors, ce qu'on recommande pour certains, une fluoroquinolone seule ou associée à l'éthambutol ou l'éthionamide avec tout le risque de toxicité de ces molécules, surtout les quinolones, chez les enfants MDR contact. Nous, en Tunisie, on ne fait pas de traitement préventif, on les surveille, mais malheureusement, nous avons eu un enfant contact de son père qui a développé une tuberculose résistante, mais on n'avait pas le choix. Voilà, donc l'OMS actuellement recommande, mais sans vraiment preuve solide, d'utiliser les fluoroquinolones. Mais pour elle, il faut vraiment toujours discuter les cas d'infection tuberculose latente. Et moi, je voudrais bien instaurer même une RCT de tuberculose résistante et même d'infection latente, parce que parfois, vraiment, on a du souci à instaurer un traitement efficace. Et surtout, donc, se baser, donc c'est le bénéfice, avantage, risque, les effets indésirables potentiels, reste le problème des enfants, qu'on n'a pas résolu. Et surtout, ce qu'on recommande maintenant, c'est une surveillance rapprochée des contacts. Dans l'attente, il y a des études actuelles qui sont menées maintenant chez les enfants et les adultes contacts de patients MDR. On aura peut-être une réponse par la suite sur le traitement préventif des patients MDR contacts. Donc, je terminerai, j'espère que j'ai respecté mon temps. La tuberculose résistante, nous l'avons dit, elle est grave, elle est sous-diagnostiquée, sous-traitée. Et c'est heureusement grâce aux techniques de diagnostic rapide de la résistance et les régimes thérapeutiques courts qui ont largement vraiment amélioré la prise en charge de ces patients, mais reste quand même le problème de toxicité. Mais quand même, paradoxalement, ces régimes courts ont été vraiment efficaces chez les patients porteurs de tuberculose ultra-résistante, chez qui on n'avait pas vraiment les moyens de traiter avant. Et pourquoi pas, peut-être maintenant, il faudrait utiliser donc de nouveaux médicaments, des régimes plus courts, et peut-être même une médecine, développer la médecine personnalisée. Je suis convaincue, c'est un traitement à la carte. Chaque patient devrait avoir son propre schéma thérapeutique. Et peut-être ceci, nous serons aidés par le développement de biomarqueurs prédictifs, je ne sais pas, peut-être la CRP, les D-dimères, qui pourraient déterminer la bonne durée du traitement pour chaque patient. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé.
J'espère que vous allez me suivre, surtout après tous ces débats. Donc on va passer à une autre pathologie. On va parler d'infection de tuberculose résistante. J'espère que ça va vous intéresser. Simplement une petite plaque pour vous dire que la tuberculose, on le rappelle, c'est une maladie contagieuse, évitable et surtout curable. Et on se demande pourquoi elle reste encore maintenant la deuxième cause de décès par un seul agent infectieux. Elle était au premier rang, mais maintenant elle a été détrônée par le Covid-19. Mais je pense que par la suite, elle va reprendre le premier rang. Et vous voyez que la stratégie de lutte de l'OMS s'est fixée pour objectif de réduire de 95% les décès dus à la tuberculose et de 90% le nombre de cas d'ici 2035. Et l'OMS, chaque fois, elle retarde ses objectifs. Avant, on parlait de 2020, 2025, 2035. Donc, il n'y a pas vraiment de solution pour arrêter. Finalement, ceci est dû, entre autres, par le fait de l'existence de ces souches de Mycobacterium tuberculosis qui sont résistantes aux médicaments. C'est l'un des principaux problèmes qui contribue donc à la diminution lente des cas de tuberculose. Et plus particulièrement, c'est essentiellement la tuberculose multirésistante et la tuberculose ultra-résistante qui représentent le tiers des décès dus à la résistance aux antibiotiques. Je parle de façon générale dans le monde. Et donc, c'est vraiment un obstacle réel à la réalisation de l'objectif anti-TB que s'est fixé l'OMS. Donc, on estime à peu près à 1 demi-million de cas de tuberculose résistante à la rifampicine diagnostiqués actuellement, selon le rapport de 2022. Parmi ces formes de tuberculose résistante à la rifampicine, la majorité, 80%, sont des formes de tuberculose multirésistante, donc résistantes à l'isoniazide et à la rifadine. Et on trouve dans ce lot 10% de formes de tuberculose ultra-résistante. Donc en plus de la multirésistance, ces patients présentent une résistance aux drogues de seconde ligne, c'est-à-dire les fluoroquinolones et les injectables. Et c'est l'ancienne définition de l'OMS. Je vais vous donner par la suite, puisque je suis tenue à vous faire la mise au point de la tuberculose résistante. Il y a de nouvelles définitions actuellement de la tuberculose multirésistante et ultra-résistante. Et tout le problème, c'est cette fameuse tuberculose ultra-résistante. Elle n'est pas fréquente, c'est vrai, mais c'est pratiquement une condamnation à mort quand on trouve un patient qui a une tuberculose ultra-résistante parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement. Et donc, c'est elle qui constitue une menace sanitaire dans le monde. Et vous voyez que pour traiter une tuberculose multirésistante, comme on l'a vu ce matin avec les asthmes sévères, les patients ne sont pas nombreux, c'est 10%. Mais regardez le coût du traitement pour traiter un malade qui a une tuberculose ultra-résistante. C'est 100 fois le coût d'une tuberculose à bacilles sensibles. Et pour la multirésistante, c'est 26 fois plus cher que de traiter une tuberculose à bacilles sensibles. Et donc, il faut vraiment de nouveaux médicaments et de nouveaux schémas thérapeutiques. Il faut qu'ils soient plus courts, plus sûrs, plus efficaces. Et c'est vraiment indispensable si vraiment on veut lutter contre cette tuberculose résistante. Rapidement, pour vous dire qu'on voit la tuberculose multirésistante dans tous les pays, mais c'est essentiellement en Chine, dans les régions d'Asie et en Afrique du Sud, mais on trouve quelques cas un peu partout. Et malheureusement, cette tuberculose résistante reste sous-diagnostiquée et sous-traitée. Vous voyez que chez les adultes, on arrive à traiter uniquement, moins de la moitié des patients ont été traités entre 2018 et 2021. Et encore plus désolant, chez les enfants qui ont une tuberculose multirésistante, il y a pratiquement 15% d'enfants qui sont traités. Donc 95% des enfants tuberculeux ne sont pas diagnostiqués ni traités. Et malheureusement, le taux de succès de cette tuberculose multirésistante, si on la compare à la tuberculose à bacilles sensibles, vous voyez que le taux de réussite ne dépasse pas les 60%. Alors rapidement, quand même, je vais parler de la Tunisie, pour vous dire qu'actuellement, pour ceux qui ne savent pas, nous avons 2 centres référents en Tunisie qui prennent en charge la tuberculose résistante. Le service de pneumologie de l'hôpital Mazel Bourguiba, puisqu'il draine 50% des cas de tuberculose résistante, et le pavillon C, notre service, qui prend tous les cas de tuberculose multirésistante du Grand Tunis et des autres régions. Et vous voyez que nous avons colligé, depuis qu'on a pris en charge cette tuberculose résistante, plus de 130 malades, parmi lesquels il y avait 3 enfants quand même. Vous voyez un enfant qui était jeune, donc ces 2 parents le père avait contaminé la maman et l'enfant. Heureusement, ils sont actuellement traités et guéris, donc ce qui n'était pas du tout évident. Nous avons été assez avant-gardistes puisque nous avons introduit le régime court injectable, le fameux régime de Bangladesh, je vais y revenir par la suite, chez 13 patients. Et même en janvier 2020, nous avons le fameux régime entièrement oral, je vais y revenir, avec la bédaquiline. Malheureusement, nous l'avons arrêté avec l'épidémie Covid. Et avec un excellent taux de succès du traitement,
de 2019, 84%. Peut-être ça s'explique parce que nous sommes un centre référent et que c'est une prise en charge personnalisée de nos patients tuberculeux. On explique comme ça le bon taux de réussite de ce traitement. Oui, oui, tout à fait. Et donc nous avons 4 cas de tuberculose ultra-résistante. Vous voyez, elle est grave quand même. Nous avons 2 patients décédés et 2 guéris. Donc, en conclusion, c'est vrai que la Tunisie est un faible pays de multirésistance. On a un bas niveau de résistance, mais il faut faire attention, il faut être vigilant parce que je crois que maintenant, ça va de plus en plus augmenter. Alors, comment on fait le diagnostic de la tuberculose résistante? Évidemment, c'est un diagnostic bactériologique. Donc, tout d'abord, c'est essentiellement par les tests moléculaires et les tests d'amplification des acides nucléiques. Vous savez que maintenant, on dispose de pratiquement ces tests, hein, surtout le fameux gène expert MTB rifadine qui permet de détecter la résistance de la rifadine en 2 heures de temps. Mais on a d'autres tests maintenant qui vont détecter en même temps la résistance à l'isoniazide, mais aussi les drogues de seconde ligne, le LPA seconde ligne. Donc, on va dépister rapidement en quelques heures de temps aussi bien les formes multirésistantes que les formes ultra-résistantes. Et ça, c'est magnifique. Et c'est grâce à ces tests moléculaires. Et aussi, nous avons les méthodes de culture liquide, le fameux MGIT dont Madame Slim est en train de batailler actuellement et qui nous permet d'avoir un diagnostic là aussi par la culture. Et là, ça va confirmer le diagnostic de tuberculose pulmonaire et le diagnostic de résistance en pratiquement 15 jours. Donc, c'est magnifique. Et enfin, on peut aussi s'aider des technologies de séquençage. Mais il faut savoir que ces tests sont coûteux, ils nécessitent des équipements complexes, des infrastructures de laboratoire, donc ils ne sont pas disponibles dans tous les laboratoires. Et il faut aussi des formations de techniciens qui soient assez bien qualifiés. Donc, qu'en est-il du traitement de la tuberculose? Vous savez que l'OMS publie régulièrement des mises à jour. La dernière date de 2022. Donc, on m'a demandé de parler de la mise au point du traitement de la tuberculose. Et vous voyez que maintenant, il y a aussi bien une mise à jour sur la classification et les définitions de la tuberculose multirésistante et ultra-résistante que sur les protocoles thérapeutiques. Alors, premièrement, la classification des médicaments de seconde ligne qu'on utilise dans les tuberculoses résistantes a complètement changé. Donc maintenant, on commence par les médicaments sont classés en groupe A, B et C. Et vous voyez que maintenant, en premier lieu, on utilise les nouvelles molécules, en particulier la bédaquiline, je vais y revenir, et le linezolide, en association avec les quinolones, qui restent un traitement indispensable pour les tuberculoses résistantes. Et c'est pour cela que nous, pneumologues, quand on utilise ces quinolones un peu par excès chez les formes de tuberculose sensible, nous sommes toujours très embêtés parce que pour nous, il faut les préserver pour ces formes de tuberculose résistantes. Et vous voyez, après, dans une deuxième étape, on va passer au groupe B avec la fameuse clofazimine. Je rappelle que la clofazimine, c'est le traitement de la lèpre. Et la cyclocérine. Et puis après, on passe au groupe C. Vous voyez que maintenant, par exemple, l'amicacine, le traitement injectable, l'éthambutol, le pyrazinamide, on les laisse en dernier lieu si on ne peut pas utiliser les fameux médicaments du groupe A qui sont des médicaments administrés par voie orale. Deuxièmement, la définition de la tuberculose pré-ultra-résistante. Bon, ça reste la même chose, hein, c'est la tuberculose multirésistante, mais avec une résistance à n'importe quel fluoroquinolone. La nouvelle définition, c'est pour l'ultra-résistante. Tout à l'heure, on a dit les médicaments injectables. Maintenant, l'ultra-résistante est définie par une résistance, en plus de la multirésistance, au fluoroquinolone, mais aussi aux médicaments du groupe A, c'est-à-dire la bédaquiline et le linezolide, puisqu'on est en train actuellement de les utiliser. Alors, je commencerai rapidement par la tuberculose résistante à l'isoniazide, simplement pour vous dire, quand on a une confirmation d'une tuberculose résistante à l'isoniazide, et surtout si on a vraiment testé les drogues de seconde ligne, à savoir les fluoroquinolones, l'OMS recommande donc de remplacer l'isoniazide par la lévofloxacine. Sinon, et donc c'est 6 mois de traitement, sinon si on n'a pas le moyen, vraiment on n'est pas sûr qu'il y ait une sensibilité au fluoroquinolone, on peut prolonger le même traitement jusqu'à 9 mois et ne pas comptabiliser l'isoniazide. Maintenant, concernant le traitement de la tuberculose multirésistante, vous voyez que déjà, l'OMS donc préconisait et recommandait ce traitement, ce fameux régime standard long, que malheureusement, nous, actuellement, on est encore en train d'utiliser, et c'est le plus ancien, il est utilisé depuis 1993, avec une phase de traitement intensif, avec le médicament injectable, généralement, donc c'est la kanamycine ou l'amicacine, ou même la capreomycine, puis suivi d'une deuxième phase d'entretien avec 4 drogues, en particulier des quinolones, l'éthionamide, la cyclocérine et le pyrazinamide. Donc c'est un traitement qui est long, de 20 mois,
avec des taux de succès qui ne sont pas extraordinaires. Hein. Ça, pratiquement la moitié des patients porteurs d'une tuberculose multirésistante sont guéris avec succès, et ce taux chute à 30% pour les patients porteurs de tuberculose ultra-résistante. Et le problème de ces régimes standards, évidemment, ce sont des médicaments coûteux, avec une intolérance, une toxicité médicamenteuse et surtout une mauvaise observance des patients. C'est ce qui explique le développement. Perte auditive. Je connais. Perte auditive. Bon, tu me... Et donc, une mauvaise observance des patients, donc le risque de développer des formes de tuberculose ultra-résistantes. Donc, oui. Sous contrôle. Oui, mais je ne suis pas arrivée. Et donc, vous voyez qu'il y a une méta-analyse récente, quand même publiée en 2021, qui montre que 40% de ces patients avaient une toxicité auditive et une perte auditive importante. Et nous, dans notre série, malheureusement, nous avons trouvé à peu près 25% de patients qui avaient une perte, une surdité totale, pratiquement, et 40% une diminution de l'audition, et on n'avait pas le choix, on était obligé de les traiter et ils étaient informés. Malheureusement, donc c'est vraiment un traitement assez toxique. Donc il était vraiment indispensable de raccourcir la durée du traitement et surtout de le rendre moins toxique. Alors pour cela, en 2016, l'OMS a recommandé, a instauré ce régime court, et ce traitement court s'est basé sur le fameux succès, le traitement du fameux régime Bangladesh. C'est un régime qui dure 9 mois, mais vous voyez, il y a toujours 7 antituberculeux quand même. Toujours, vous trouvez un médicament injectable, la kanamycine, et surtout, il y avait la gatifloxacine qui était utilisée à forte dose. Le deuxième aussi essai qui a prouvé son efficacité en raccourcissant le régime, c'était un essai qui a été mené au Cameroun, de même en utilisant la gatifloxacine à forte dose. Donc c'était toxique, mais quand même, on avait un taux de succès qui a avoisiné pratiquement les 90% malgré cette toxicité. C'est ce qui a encouragé les auteurs et les différentes équipes. Et vous voyez ici le fameux essai STREAM, donc c'est un essai randomisé, hein, toujours de phase 3, tous les essais sont de phase 3, et qui a essayé de voir l'étude de non-infériorité, comparant donc un traitement court de 9 à 11 mois au traitement standard. Et ce fameux essai, c'est la même chose que pour le Bangladesh, simplement, ils ont remplacé la moxifloxacine, la gatifloxacine par la moxifloxacine, qui est beaucoup moins toxique. Et vous voyez ici la même chose, hein, le régime court était aussi efficace que le régime long. Malheureusement, le même pourcentage d'événements indésirables, pratiquement la moitié des patients dans les 2 bras avaient des événements indésirables. Donc, simplement, pour conclure que le régime court était similaire au régime long en termes d'efficacité et de sécurité. Et donc, ces fameux traitements courts avec des taux de succès qui avoisinaient les 80% avaient quand même des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, évidemment, il y avait moins de patients perdus de vue, c'est logique. Et donc, ces régimes courts sont aussi efficaces que les régimes longs. Mais c'est toujours le problème de l'utilisation continue des agents injectables avec une toxicité auditive assez importante. Et donc, malgré l'utilisation de ces schémas courts, on n'arrive pas encore à respecter, on va dire, et on est loin des prévisions qui ont été fixées par l'OMS, c'est-à-dire mettre fin à la tuberculose d'ici 2035. Et c'est essentiellement ce qui a révolutionné la prise en charge de ces tuberculeux multirésistants, c'est avec le développement de la biologie moléculaire, le succès du séquençage des génomes, et donc ceci a permis de découvrir de nouvelles cibles avec des inhibiteurs pertinents, et donc par conséquent, il y a actuellement la disponibilité de nouveaux médicaments, l'abondance surtout des médicaments toxiques, donc injectables, et surtout le raccourcissement des schémas thérapeutiques. Et vous voyez que l'OMS a publié en mai 2022 les nouvelles recommandations pour ces fameux régimes thérapeutiques. Alors, qu'est-ce qui a bouleversé les schémas thérapeutiques? Donc, c'est essentiellement ces nouvelles drogues, la bédaquiline, qui n'est pas dénuée de toxicité, hein, c'est une toxicité cardiaque, c'est comme les macrolides, hein, ça donne un allongement de l'espace cuté, donc il faut vraiment bien surveiller les patients. Normalement, ce qui est recommandé, c'est un électrocardiogramme tous les mois.
Il y a aussi le prétomanide et le linozélide qui est connu et réputé. Vous savez qu'il est normalement utilisé pour les staphes résistants et il est très toxique par la toxicité hépatique, par la myélosuppression, mais surtout par la neuropathie périphérique et même optique. Donc, et vous voyez que finalement...